Vous voyez les lignes blanches là? Le blanc, typiquement, c'est du gras. Donc plus il y a de blanc, et plus c'est gras. Et le poisson d'élevage, c'est vraiment, vraiment gras. C'est entre 14 et 26% de matière grasse. Alors que le saumon sauvage, c'est entre 7 et 14%. Celui-là ne fait que tourner en rond dans son filet. Et le seul courant dont il bénéficie, c'est celui des fjords. Celui-ci, on peut le comparer à des humains qui passeraient leur temps assis et ne mangeraient que dans des fast-foods. C'est un peu la même chose. Et à la fin, on ressemblerait sûrement à ça. Et le problème de cette graisse si présente, c'est qu'elle stocke les polluants et les toxines, notamment une catégorie très dangereuse, les polluants organiques persistants. Bonsoir à tous. À première vue, le poisson a tout bon, un aliment aux multiples vertus nutritionnelles qui occupe une place de choix dans nos assiettes, mais vous venez de l'entendre, la pollution, les modes d'élevage et de transformation peuvent altérer ses bienfaits, voire le rendre toxique. Alors, est-ce que consommer du poisson, c'est réellement toujours bon ou pas pour la santé? À quelle fréquence en manger et quelles espèces choisir? Et comment préparer son poisson pour éviter toutes les intoxications? Eh bien, c'est ce que nous allons voir ce soir dans un nouveau numéro d'Enquête de santé avec un documentaire suivi d'un débat. Nos invités sont déjà là, ils sont en place et ils répondront à toutes vos questions. Donc, après la diffusion de ce documentaire signé Safar Baroud, Olivier Leplan, Marc Lavastrou et Kevin Vincent. À chaque bouchée, c'est un peu d'océan qui s'invite dans nos palais. Une chair délicate et iodée, un goût inimitable. Sur nos tables, servir du poisson fait toujours sensation. Allez. Au-delà de sa saveur unique, il est considéré par tous comme un atout santé. Riche en protéines, en vitamines et en minéraux, le poisson a également un avantage de taille, la qualité de ses matières grasses. Il est très riche en acides gras qu'on dit polyinsaturés, et notamment les fameux oméga 3 dont on entend très souvent parler. Des qualités nutritionnelles qui expliquent sa popularité. Chaque année, nous consommons plus de 30 kilos de poisson par personne. Allez, n'hésitez pas, messieurs, dames, venez déguster les petits poissons bleus, les maquereaux, les sardines, les rougets barbés en filet. Mais derrière cette image flatteuse, n'y aurait-il pas anguille sous roche? Présent en trop grande quantité dans le poisson, le mercure peut être à l'origine de graves troubles neurologiques, comme ce fut le cas au Japon dans les années 50. Il y a une barrière qui protège le cerveau. On appelle ça la barrière hémato-encéphalique. Toutes les molécules ne la franchissent pas, mais le méthylmercure, lui, la franchit. Star de nos assiettes, le saumon d'élevage est riche en bonnes graisses, mais aussi en substances toxiques, ce qui en ferait l'un des poissons les plus contaminés. Le saumon d'élevage est vraiment, vraiment gras. Et plus il y a de gras, plus on y trouve de polluants environnementaux. Autre tendance, le poisson cru. Sushi et ceviche sont sur toutes les tables, mais mal préparés. Ils peuvent nous exposer à de graves intoxications. J'ai été hospitalisé 24 heures après avoir mangé des sushis. J'ai bossé dans la journée, mais ça a été mal empli, jusqu'à avoir une douleur du ventre qui était absolument insupportable. Grâce à la science, le poisson pourrait un jour être dépourvu de danger. Certains chercheurs ont réussi l'impensable, fabriquer du poisson en laboratoire. On prend un poisson, on isole ses cellules, on les multiplie et on peut nourrir 1 million de personnes avec ce seul poisson. Mais en attendant l'arrivée de ces repas 2.0, comment bien choisir son poisson sans passer par la case poison ? Comme chaque nuit, David, marin-pêcheur depuis 30 ans, met le cap sur Belle-Île-en-Mer. À bord de ce filayeur, l'équipage part en quête de lottes, de merlus et de sols. Les heures passent et les casiers se remplissent. Pour rester frais, certains poissons sont immédiatement traités. Là, je suis en train d'étriper la sole.
possible pour garder une meilleure qualité. Voilà, je les tripe et après je vais la laver dans le panier. Moi, je veux faire un poisson de qualité. Déjà pour ceux qui achètent mon poisson et pour après leur clientèle à eux. Un tiers des poissons que nous consommons sont pêchés en France, sur des bateaux comme celui de David. Le chaud, Merlu, Taco, Saint-Pierre et la loque, ça vole. Tout le reste est importé et vient parfois de l'autre bout du monde. Une aberration pour ces pêcheurs. Notre poisson, il est pêché dans la journée, on rentre l'après-midi, il est revendu le lendemain matin. Donc un poisson qui vient d'Alaska, généralement, il est congelé. Voilà, il a fait quand même plusieurs jours avant d'être vendu ici, quoi. Donc là, c'est quand même, on fait vraiment du poisson ultra frais, nous, ici. Donc et le consommateur, il achète, c'est du poisson ultra frais. À la rigueur, je dirais, manger du poisson tous les jours, à la rigueur. Hein. Tout simplement. C'est ici, à la criée de Lorient, que les poissons de David sont vendus dès le lendemain matin. Lionel Madec est le responsable des lieux. De la réception des poissons à leur revente, tout est consigné au détail près. Un gage de qualité et de fraîcheur. Donc là, on a Dimitri. Donc Dimitri, son rôle, c'est d'identifier déjà le nom du bateau, l'espèce, sa taille, sa qualité, l'engin de pêche. C'est le premier outil de traçabilité qui est mis en place. Donc c'est à partir de là qu'on va pouvoir définir un lot pour chaque poisson qui est proposé à la vente. Ce matin, ce sont 18 tonnes de poissons et crustacés que Dimitri devra étiqueter. Certains lots sont expédiés en Savoie, en Charente ou même en Espagne. D'autres sont destinés à des acheteurs locaux. Salut Benjamin, comment ça va ce matin? Ouais, très bien. Alors? Mathias, restaurateur à Lorient, vient régulièrement ici pour trouver l'inspiration. Alors qu'est-ce qu'il y avait de beau ce matin? De langoustine, en ce moment queue de Saint-Pierre, Nassau, Merlu. Il y a du beau poisson là ce matin, ouais. Quand on voit ça, là, c'est magnifique, ça. Les ouïes bien roses, la qualité et la fraîcheur du poisson. Les yeux, là, quand ils sont bien frais, comme ça, on le voit bien. Sinon, ils tournent un petit peu, ça devient grisâtre un petit peu. Et après, la qualité de même la peau, hein, la fraîcheur, ouais, le brillant. Ouais. Donc là, c'est vrai qu'on se régale quand on voit tout ça, là. Quelques heures plus tard, de retour en cuisine, Mathias prépare le menu du jour avec l'un de ses poissons favoris. Donc aujourd'hui, au menu, on va avoir un filet de merlu. Filet de merlu avec une petite sauce à l'estragon. Ah bah c'est le poisson typique de l'Orient. C'est bien pour ça qu'on appelle nos footballeurs les merlus. Donc c'est vraiment du cru. Un repas équilibré qui fait l'unanimité. Surtout auprès de ces pompiers très soucieux de leur santé. C'est moins gras que la viande. Voilà. Et puis j'en mange pas assez à la maison, du coup je me suis d'être au restaurant pour en prendre. Du riz, des légumes et du poisson, parfait. Le poisson, on sait qu'il est frais, on sait d'où il vient, donc on en mange fréquemment. Voilà. C'est bon, c'est pas gras, donc on essaye de se maintenir physiquement également. Donc voilà, c'est très bien pour nous. Si le poisson bénéficie d'une image si positive, c'est parce qu'il est connu pour ses bienfaits sur la santé. Pour le comprendre, nous retrouvons dans ce marché le docteur Diana Kadouche, médecin nutritionniste. Le poisson est clairement bon pour la santé parce qu'il a plusieurs vertus. Déjà, il est très riche en protéines. Et la chose qui est la plus intéressante aussi dans le poisson, c'est la présence de ces lipides, ce qu'on appelle grossièrement les bonnes graisses. Pourquoi? Parce qu'il est très riche en acides gras qu'on dit polyinsaturés, et notamment les fameux oméga-3 dont on entend très souvent parler. Ces oméga-3, on les trouve par exemple dans l'un des poissons les plus gras, le maquereau.
Dans le match qui l'oppose à la côte de bœuf, il sort gagnant. Le maquereau est moins calorique, plus riche en protéines. Quant aux lipides, c'est-à-dire les matières grasses, le maquereau en contient moins que le bœuf. Elles sont aussi de meilleure qualité. Dans le maquereau, il y a moins de graisses saturées, mauvaises pour le cholestérol et les artères. Le premier effet bénéfique de la consommation de poisson, c'est l'effet sur le système cardiovasculaire. Par exemple, si vous avez subi un infarctus, ça va diminuer le risque de rechute de cet accident. C'est très important aussi dans les accidents vasculaires cérébraux, les AVC, parce que les oméga-3 qui sont présents vont avoir un effet anti-inflammatoire et très bénéfique aussi sur la coagulation, ce qui diminue le risque de survenue d'accident vasculaire cérébral. Le poisson a aussi un autre bienfait, moins connu. C'est très important aussi la consommation de poissons et notamment d'oméga-3 dans le vieillissement des cellules et notamment sur les maladies dites neurodégénératives au niveau du cerveau, comme la maladie d'Alzheimer et la maladie de Parkinson. Ça permettrait une prévention de la survenue de ces maladies. Quant aux vitamines, là encore, le maquereau a tout bon. 11 fois plus de vitamine A que dans le bœuf, 15 fois plus de vitamine D, autant de vitamine E, mais près de 8 fois plus de B12. Le poisson remporte ce match par KO. Des protéines, de bonnes matières grasses et de nombreuses vitamines. C'est donc grâce à toutes ces qualités que le poisson occupe aujourd'hui une place de choix dans nos assiettes. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Longtemps, le poisson a vécu dans l'ombre d'un rival très imposant, la viande. Il y a quelques années, le poisson était moins attractif que le bœuf, qui n'avait pas la même symbolique. Le bœuf a eu cette symbolique d'une réussite sociale dans les années 60. Consommer de la viande de bœuf tous les jours, c'était un symbole de réussite sociale. Ce sont les gens qui avaient les moyens. Et puis surtout, le bœuf, il donnait du punch, pour reprendre un célèbre spot publicitaire, alors que le poisson n'avait pas ces mêmes qualités. Progressivement, le poisson va pourtant gagner ses lettres de noblesse. Dès les années 60, l'arrivée des camions réfrigérés et des congélateurs permet aux Français qui vivent loin des côtes d'acheter des produits de la mer et de les stocker. Est-ce qu'on mange souvent le poisson chez vous, madame? Oui, monsieur. J'en mange à peu près 2 fois par semaine. Est-ce que chez vous, par exemple, vous servez du poisson à votre mari? Oui, sûrement. Et combien de fois dans la semaine? 2 fois en principe, des fois 3, ça dépend. C'est une succession de scandales sanitaires, dont la dramatique crise de la vache folle, qui va relancer l'intérêt des consommateurs pour le poisson. Quand on a connu une série de crises, 1996, l'encéphalopathie spongiforme bovine, la dioxine, on a eu de la listeria, on a eu quasiment tout les années 96-97. Et là, il y a eu des reports de consommation. Les Français se sont mis à consommer davantage de produits de la mer. C'est véritablement 96-97. Mais l'engouement des Français pour le poisson va bientôt se heurter à une dure réalité. Comme la viande, le poisson a lui aussi une face cachée. Julien Jean est spécialisé dans l'évaluation des risques à l'Agence de sécurité sanitaire des aliments. Depuis quelques années, les alertes se sont multipliées car de nombreuses espèces de poissons contiennent des substances toxiques liées à la pollution des océans. Les poissons ont des contaminants dans leur chair, notamment les PCB, les dioxines et le méthylmercure. Le mercure arrive dans les océans par 2 principales voies. La première, c'est sa présence naturelle dans la croûte terrestre, donc le fond des océans. Il y a plein de minéraux et de métaux, dont le mercure. Et puis ensuite, il y a une autre source qui est l'activité humaine, par notamment les usines, en fait, la fabrication de batteries. Toutes ces usines font des rejets qui se retrouvent dans l'atmosphère. Le mercure voyage par l'atmosphère et retombe ensuite dans les océans où il se dissout. Une fois dans l'eau, ce mercure se transforme en méthylmercure et finit par contaminer la chair de presque tous les poissons, mais à des degrés différents. Plus un poisson sera bas dans la chaîne alimentaire et moins il contiendra de mercure. Pour les petits poissons comme le hareng, la sardine ou l'anchois, le mercure est très faiblement présent. La dorade, la lotte ou le saumon en contiennent une dose modérée.
Les plus gros prédateurs comme le requin, le thon ou l'espadon sont eux très fortement chargés en mercure. Considéré par l'OMS comme l'une des 10 substances les plus préoccupantes, le mercure est toxique pour les organes digestifs, les poumons, les reins, mais aussi le système nerveux. Par le passé, il a été responsable de terribles tragédies. Un fléau mystérieux s'est abattu sur Minamata, le petit port de l'île nippone de Kyushu. Une étrange maladie nerveuse s'était répandue depuis peu dans la famille des pêcheurs. À la fin des années 50, les habitants de la baie japonaise de Minamata déclarent les symptômes d'une maladie neurologique inconnue. La responsable, c'est cette usine pétrochimique qui rejette du mercure dans la baie depuis 20 ans. Ingéré par les poissons de la baie, ce mercure s'est retrouvé dans les assiettes des habitants. Au total, cette intoxication aura rendu malade 13 000 personnes et en aura tué 900. Le méthylmercure a la particularité de franchir des barrières physiologiques qui nous protègent. La première, c'est le placenta, qui est la barrière entre la maman et le fœtus. Et ensuite, dans le fœtus et aussi dans les organismes adultes, il y a une autre barrière qui nous protège, qui est une barrière qui protège le cerveau. Toutes les molécules ne la franchissent pas, mais le méthylmercure, lui, la franchit. Ce qui fait que, du coup, toutes ces particularités chimiques expliquent d'une certaine façon que le méthylmercure, sa cible, en fait, c'est vraiment le système nerveux central, notamment le cerveau. Alors, comment se protéger de ce poison présent dans la chair de nombreux poissons? L'une des solutions est de privilégier les poissons en bas de la chaîne alimentaire, comme les maquereaux ou les sardines. Le problème, c'est que ces espèces n'ont pas vraiment la cote auprès des consommateurs. Allez, n'hésitez pas, messieurs, dames, venez déguster les petits poissons bleus, les maquereaux, les sardines, les rougets barbés en filet. N'hésitez pas, faites-vous plaisir. Changer les habitudes de consommation des Français, c'est l'objectif des professionnels de la pêche. Laurent est animateur pour le label Pavillon France. Sa mission cet après-midi, faire goûter aux clients de cet hypermarché des espèces trop souvent délaissées. On veut théâtraliser la grande distribution et les rayons poissons pour sensibiliser la clientèle à consommer du poisson d'une manière plus simple et à consommer des petits poissons. C'est des sardines d'Atlantique, elles viennent de Bretagne. Les maquereaux, c'est pareil. Les rougets barbés, pareil aussi. Et donc, tout en pêche côtière, pêche française. Avec leurs petites arêtes et leur odeur de cuisson souvent tenace, ces poissons ont mauvaise réputation. Alors Laurent s'improvise cuisinier pour faire changer d'avis les clients. Nous sommes ici tous les... C'est un repas là, c'est plus une dégustation. Bah voilà, quand même, c'est vous faire plaisir quand même. C'est délicieux les rougets barbés. Ah ouais, franchement c'est excellent. Donc tout simple comme ça, sur une petite plancha, et avec des petites épices, du piment si on aime ça. C'est une belle découverte. Et donc, ma fille qui adore le poisson aussi, on achètera du rouget. On n'en fait pas beaucoup. Effectivement, on est un petit peu plus sur des standards comme le colin, comme le cabillaud, la sole. On mange tout ces poissons-là. Voilà. Mais pourquoi pas le maquereau? Il faudrait qu'on enlève ce cliché du maquereau qui sent mauvais. Voilà. Ça, je connaissais pas. C'est du merlan. Je connaissais pas le merlan. C'est bon, hein? Il est super fin. Je connaissais pas. Difficile de se faire une place dans l'assiette des Français qui ont des habitudes de consommation bien ancrées. Les poissons frais qu'ils préfèrent sont simples à cuisiner. Lieu noir, cabillaud et saumon tiennent le haut du pavé. Avec sa chair orangée qui fond en bouche, le saumon fait souvent l'unanimité. Mais mérite-t-il une telle popularité ? Bienvenue dans le royaume du saumon d'élevage. Avec ses fjords et ses immenses fermes marines, la Norvège produit 70% des saumons consommés en France. Un business florissant qui tient à protéger ses secrets de fabrication. Aucune ferme piscicole n'a accepté la présence de notre caméra. Le saumon norvégien aurait-il des choses à cacher ? Pour tenter de percer les secrets de cette puissante industrie, il nous fallait un guide.
Ruben Odekalv est un militant écologiste à la tête de l'association Les Guerriers Verts de Norvège. Sur son bateau, il nous emmène à quelques mètres d'une ferme d'élevage située dans le sud du pays. Derrière nous se trouve une ferme assez grande. Les poissons restent en moyenne 16 à 18 mois ici. Et ils passent de cette taille à 3 à 4 kilos. Chacun de ces enclos peut contenir jusqu'à 200 000 saumons. Une densité qui génère des problèmes sanitaires. Si vous mettez trop de gens dans un immeuble et que vous les y laissez trop longtemps, vous allez voir apparaître des maladies. C'est exactement la même chose qui se passe avec les poissons et les autres animaux. Dans de telles conditions, la prolifération d'intrus est inévitable. C'est le cas des poux de mer, des parasites qui se fixent sur les poissons et se nourrissent de leur peau et de leur sang. Pour en venir à bout, les éleveurs ont recours à une utilisation massive de pesticides. Quand vous mettez 2 millions de poissons ensemble, ça signifie énormément d'hôtes pour ces poux de mer. Et leur population augmente bien au-delà de ce qui se fait dans la nature. Il y a plusieurs traitements chimiques qu'ils utilisent. Le plus efficace est ajouté à leur nourriture. Le poisson avale son traitement. Dedans, il y a les produits qui empêchent les poux de mer de muer et de reformer une nouvelle carapace. Le problème, c'est que ce produit, très efficace, ne s'attaque pas qu'aux parasites. Ces cages sont ouvertes. Et ce poison se répand dans l'eau et dérive vers le rivage et touche tous les crabes, les crevettes et les autres animaux dont la vie dépend de cette mue et de ce changement de carapace. Ils sont en train de traiter tout le fjord. Autre conséquence de ces élevages intensifs, le fond des fjords est désormais recouvert d'une épaisse couche de dépôts, faite d'excréments et de résidus de pesticides. À certains endroits, celle-ci peut atteindre 15 mètres, soit la hauteur d'un immeuble de 5 étages. Une véritable poubelle, au-dessus de laquelle vit le poisson préféré des Français. Si l'eau des fjords a perdu de sa superbe, qu'en est-il du saumon en lui-même? Les pesticides sont-ils ancrés dans sa chair? Pour le savoir, rendez-vous au marché aux poissons de Bergen, où le saumon d'élevage trône en bonne place. Celui-là, c'est un gros. Il est vraiment gras. Ils vendent aussi du saumon sauvage parfois. Ils l'achètent quand c'est la saison et le surgèlent. Et ensuite, vous pouvez en commander, mais c'est comparable aux licornes, tellement c'est rare. Je crois que c'est même encore plus rare. Oui, c'est encore plus rare que les licornes. Très bien, au revoir. Après avoir acheté une tranche de saumon d'élevage, Ruben rejoint le local de son association. Il veut nous montrer la différence avec un saumon sauvage. Donc là, c'est un morceau de saumon sauvage d'Alaska. Et là, c'est un morceau de saumon d'élevage norvégien. On va voir la différence. Vous voyez les lignes blanches là? Le blanc, typiquement, c'est du gras. Donc plus il y a de blanc, et plus c'est gras. Et le poisson d'élevage, c'est vraiment, vraiment gras. C'est entre 14 et 26% de matière grasse. Alors que le saumon sauvage, c'est entre 7 et 14%. Celui-là ne fait que tourner en rond dans son filet. Et le seul courant dont il bénéficie, c'est celui des fjords. Alors que celui-ci, il voyage. Et à l'automne, il retourne dans sa rivière pour pondre. Il dépense toute son énergie, ce qui donne un produit beaucoup plus maigre. Celui-ci, on peut le comparer à des humains qui passeraient leur temps assis et ne mangeraient que dans des fast-foods. C'est un peu la même chose. Et à la fin, on ressemblerait sûrement à ça. Et le problème de cette graisse si présente, c'est qu'elle stocke les polluants et les toxines.
notamment une catégorie très dangereuse, les polluants organiques persistants. En 2004, une étude américaine mettant en cause le saumon d'élevage révèle un scandale sanitaire. La polémique sur le saumon d'élevage. Hier, la revue américaine Science a publié une étude soulignant le caractère cancérigène du poisson. Dioxines, PCB et autres polluants, le saumon d'élevage contiendrait plus de substances cancérigènes que le saumon sauvage. C'est la conclusion d'une étude publiée dans la très réputée revue Science. Cette étude fait l'effet d'une bombe. La consommation de saumon s'effondre. Pour redorer leur image, les industriels modifient certaines de leurs pratiques et le font rapidement savoir. Ils changent notamment la recette des granulés alimentaires donnés au saumon en réduisant les huiles et farines de poisson de moitié et les remplacent par des ingrédients végétaux. L'opération Tout est bon dans le saumon fonctionne et les ventes reprennent de plus belle. Mais ces changements ont-ils vraiment permis de limiter la présence de polluants dans la chair des saumons? Dans tout le pays, l'autorité norvégienne de sécurité des aliments s'appuie sur plusieurs laboratoires pour contrôler la qualité des saumons d'élevage. Parmi eux, l'Institut de recherche marine de Bergen. Il y a un numéro unique pour chaque échantillon. Ça fait partie du programme de surveillance que l'autorité de sécurité des aliments applique à toutes les fermes de saumon. Donc on reçoit les échantillons qui sont numérotés et si on détecte la moindre chose, dans ce cas, l'autorité de sécurité des aliments est bien entendu mise au courant d'où provient l'échantillon. C'est ça notre système. Financé à la fois par le gouvernement et par des entreprises privées, cet institut est particulièrement frileux quand il s'agit de critiquer le saumon. Le saumon est spécial. C'est la loi qui nous dit ce qu'on doit chercher et analyser. C'est important de souligner que le poisson qu'on mangeait avant n'était déjà pas dangereux pour la santé. Mais aujourd'hui, il est encore meilleur. Le saumon est l'aliment le plus analysé en Norvège. Donc ce n'est pas compliqué. On n'a pas de grande inquiétude concernant la santé humaine ou des problèmes de sécurité alimentaire. On retrouve des résidus de produits, mais ce n'est pas inquiétant. Un saumon parfaitement sain, une affirmation qui a de quoi surprendre. Face à notre scepticisme, Ivar Frøyland tente de nous convaincre en nous présentant cette quantité impressionnante de chiffres et de graphiques. En gros, ce sont les différents composants qu'on vérifie. Les niveaux sont extrêmement bas, mais on les analyse quand même. On ne peut pas tout voir là, il y en a 44. Mais ces chiffres sont dans le rapport que je vous ai donné. Vous pourrez les voir. Des pages et des pages d'analyse, difficiles à déchiffrer sans être soi-même un expert. Nous avons donc demandé au professeur Robert Barouki, toxicologue, de les décrypter pour nous. On trouve un certain nombre de pesticides à des taux donc détectables et quantifiables. Bon, on ne sait pas toujours si c'est au-dessus des valeurs limites, des métaux dont certains sont quand même inquiétants, comme le mercure et l'arsenic. Il y a des arguments quand même assez sérieux pour dire qu'il faut faire attention et que si ces substances, par exemple, ont toutes un effet sur notre comportement, hein, sur le système nerveux, sur le comportement, et si en même temps on avale 100 ou 200 substances qui ont chacune un effet sur le comportement, mais que chacune a l'état de trace, malgré tout, l'ensemble pourrait avoir un effet plus significatif. Individuellement, chaque substance, on se dit, après tout, il n'y en a pas beaucoup, hein, c'est des traces. Ce qui est embêtant, c'est quand on en a beaucoup. Et des traces plus traces, hein, ça finit par faire des rivières. C'est ce qu'on appelle l'effet cocktail. Une accumulation de polluants différents dont l'effet sur le long terme n'est pas encore connu des chercheurs. Cette analyse est une analyse juste stricte au niveau réglementaire, mais qui ne va pas au-delà, qui ne tient pas compte des données récentes de la littérature scientifique, je trouve. Une analyse incomplète qui inquiète certains spécialistes en
Pédiatre et chercheuse, le docteur Annelies Björk-Monsen alerte sur la toxicité du saumon depuis de nombreuses années. Et pour elle, pas de doute, les changements opérés par les industriels sont insuffisants. Si vous mangez une portion de saumon, vous n'ingérez pas que des dioxines, mais aussi de l'endosulfane, des PBDE, des PCB. Vous avalez beaucoup de polluants. Et personne ne sait vraiment ce que ça donne ensemble. C'est associé à des problèmes neurodéveloppementaux, à des défauts du système immunitaire, à des cancers, des maladies cardiovasculaires, des dérèglements hormonaux. Un message qui s'adresse tout particulièrement aux enfants de moins de 3 ans et aux femmes qui envisagent une grossesse. Quand vous commencez à manger du saumon, quand vous êtes petite fille, vous allez stocker des polluants jusqu'à vos 25 ans, l'âge auquel vous serez prête à avoir votre premier enfant. Le problème avec ces polluants organiques persistants, c'est que c'est très difficile de s'en débarrasser. Mais tomber enceinte et allaiter est un excellent moyen de se décharger de ces toxines. Le problème, bien sûr, c'est que ça se transmet au bébé. Et c'est dangereux ? Oui, c'est dangereux. Des mises en garde qui ne semblent pas trouver écho au pays du saumon. En 2018, l'hebdomadaire Morgenbladet pointait du doigt le gouvernement norvégien. Il serait intervenu à plusieurs reprises auprès de l'Union européenne pour demander une hausse des quantités de polluants autorisés et aurait obtenu gain de cause. Si le saumon peut poser problème, il existe heureusement des alternatives pour en manger en toute tranquillité. Choisir un saumon élevé dans de plus petites structures, si possible en label bio, ou bien se tourner vers la truite saumonée, dont de nombreux élevages sont situés en France. Dernière recommandation, évitez de les choisir fumés, car là aussi, ce mode de préparation présente un danger pour la santé. Dans la plupart des marques industrielles de poissons fumés, eh bien, on retrouve beaucoup de sel. À tel point qu'un paquet entier, par exemple de 4 tranches de saumon, de truite, on peut rapidement arriver aux recommandations limites de sel par jour. Et la deuxième chose qui est négative dans les poissons fumés, c'est la présence de ce qu'on appelle les hydrocarbures qui sont créés lors du fumage du poisson. Et ça, malheureusement, ce sont des substances dites cancérigènes. Mieux vaut donc choisir son poisson frais et l'assaisonner par la suite, sans dépasser 5 grammes de sel, soit 1 cuillère à café par jour. Mais le fumage n'est pas le seul mode de préparation à poser problème. Depuis quelques années, le poisson cru est sur toutes les tables. Et avec lui, s'invitent parfois quelques intrus auxquels on ne s'attend pas, des parasites. Ça, c'est thon rouge et c'est taureau, c'est tonga. Et puis, saumon label rouge. Et puis, c'est du bas. Dans ce restaurant japonais parisien, on prépare des sushis depuis près de 50 ans. Un mets très apprécié. Les sushis étaient excellents, vraiment très très bons, très goûteux. Mais qui suscite un peu de méfiance. Il ne faut pas manger n'importe où, n'importe comment, parce que c'est un poisson cru, fragile, qui est susceptible d'attraper des maladies, des vers et autres. Ici, c'est la première fois, c'est le fils qu'il connaît, j'ai confiance en lui, donc et on verra ce soir, de toute façon. Que ce monsieur se rassure, ici, on suit un protocole très strict. Et contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, pour avoir des sushis de qualité, ce n'est pas seulement la fraîcheur du poisson qui prime. Tous les clients ont l'habitude d'avoir des poissons frais et s'attendent à avoir des poissons qui arrivent de la mer du matin. La réalité est tout autre généralement. Tout ce qui est poisson cru, on a certaines législations. Certains des poissons doivent avoir une congélation avant la préparation. Nous, on l'a par exemple ici sur le thon rouge. Pour les restaurateurs, depuis 2004,
tout poisson sauvage servi cru doit être préalablement congelé à moins 20 degrés pendant 24 heures. Sans cette opération, les sushis et autres ceviches seraient peuplés d'indésirables, des petits vers au doux nom d'anisakis. À Boulogne-sur-Mer, on étudie justement ces ennemis du poisson cru. Donc ce que vous voyez, ce sont des larves d'anisakis qui ont été prélevées dans un poisson, qui sont au stade de larvaire. On peut les trouver principalement dans les viscères des poissons, mais également parfois dans les filets, ce qui pose plus un problème en termes de santé publique. Et ils sont présents dans la majorité des espèces de poissons marins. Ce parasite, long d'à peine 1 cm, vit dans le ventre des baleines ou des otaries. Lorsqu'il grandit et produit à son tour des larves, celles-ci vont être expulsées puis ingérées par des poissons qui contamineront à leur tour les autres animaux marins. Selon une étude récente, les poissons seraient 283 fois plus contaminés par l'anisakis que dans les années 70, mais tous ne sont pas concernés. Les poissons d'élevage qui sont élevés depuis l'œuf jusqu'au stade adulte, donc le saumon, la dorade, le bar, le cabillaud, à ce moment-là, ces poissons ne sont nourris que d'aliments transformés. Et de ce fait, ces poissons-là ne se nourrissent pas de proies qui sont infestées par ces parasites. Donc effectivement, il n'y a pas de risque d'attraper l'anisakis en consommant des poissons d'élevage. En plaçant le poisson 24 heures dans des congélateurs professionnels, il n'y a plus de risque. Mais pour les particuliers, équipés de matériel moins performant, cette durée doit être allongée. Les recommandations de l'ANSES pour la consommation à domicile, c'est de congeler son poisson pendant au moins 7 jours dans un congélateur domestique. Si le poisson a été soit congelé, soit bien cuit, le parasite meurt. Donc de ce fait, il n'y a plus de risque pour la santé. Sans ce type de précaution, les conséquences peuvent être fâcheuses. Samuel, un amoureux des sushis, en a fait les frais à 4 reprises. La première fois, c'était le jour de mes 41 ans. La veille de cette date-là, j'avais mangé des sushis. J'ai été travailler en me disant que j'avais une gastroentérite, j'étais pas bien. Et je suis rentré à la maison, j'étais pas bien, j'avais mal au ventre. Ma femme, en me mettant dans le taxi pour aller aux urgences, a dit au taxi, vite à l'hôpital, mon mari accouche. Parce que c'est vrai que je me comportais comme une femme enceinte, je savais pas comment me mettre. J'ai été hospitalisé 3 jours ce coup-là et j'avais sur l'imagerie une occlusion digestive avec un morceau d'intestin grêle qui était fermé et tout le tube digestif en amont qui était dilaté, et c'est ça qui fait très très mal. Mais à l'époque, on n'a pas su exactement ce que c'était. Alors il y avait des mots désagréables comme cancer de l'intestin grêle ou cancer du pancréas, parce que les images n'étaient pas claires. Donc j'ai fait une série d'examens qui heureusement montraient qu'il n'y avait pas de cancer, mais on ne savait pas. Après plusieurs crises similaires, ces médecins découvrent enfin l'origine de ces douleurs. En mangeant des sushis, Samuel a aussi avalé des anisakis. Au cours du dernier épisode, donc il y a quelques mois, je ne me souviens plus exactement, où j'ai été hospitalisé 3 ou 4 jours de nouveau, où après l'épisode, j'ai fait une sérologie anisakis simplex, et en fait, j'ai des taux d'anticorps à 500 fois la normale, enfin des taux très très élevés. Le professeur Laurent Baugerie fait partie des rares médecins à avoir déjà traité cette parasitose. Là, je vous montre une endoscopie. Alors on a vu, vous voyez, le parasite, il est là. Donc avec une pince à biopsie, on va essayer de l'attraper par la queue et on tire dessus. Voilà. Si cette maladie est mal diagnostiquée, elle est pourtant de plus en plus courante. En fait, le petit ver qui était endormi, lové, transparent dans le poisson, va se réveiller dans l'estomac, se dégourdir. Il va ramper et s'accrocher à l'appareil de l'estomac et la pénétrer. De temps en temps, les vers continuent leur progression dans le tube digestif et ils vont pénétrer la paroi de l'intestin grêle, la gonfler, et c'est un endroit où l'intestin est assez étroit, donc ils vont pouvoir donner ce qu'on appelle une occlusion. Une fois que ces vers sont enroulés dans la paroi, ils vont finir par mourir en quelques heures. Donc après, les seules séquelles de cette maladie seront la possibilité de devenir allergique aux protéines du parasite de poisson. De temps en temps, cette allergie peut être majeure avec ce qu'on appelle un choc anaphylactique, et que quand on est en état de choc, si on n'a pas un réanimateur à portée de main, ça peut mal se terminer. Une allergie à l'anisakis n'est pas à prendre à la légère. Congelé ou même cuit, le poisson sauvage restera allergisant. Il devra tout simplement être banni de l'alimentation.
D'où l'importance d'éviter ce parasite dès le départ. Il n'y a pas que les sushis, que les tartares, que les ceviches, il y a aussi d'autres choses moins évidentes, comme la boutargue, comme le hareng-sor, comme la marinade d'anchois. Le grand public, c'est-à-dire vous et nous, les consommateurs de poissons crus, ne le savent pas du tout forcément. Si vous demandez aux personnes qui font un tartare de saumon de pêche ou de dorade qui n'est pas une dorade d'élevage, si ils ont bien congelé cette dorade pendant 1 semaine dans leur congélateur domestique, la réponse sera le plus souvent non. Donc il y a un vrai problème d'éducation, de sensibilisation à faire. Au restaurant ou chez des amis, mieux vaut demander au cuisinier l'origine du poisson et s'il a été congelé. Et dans le doute, choisissez des poissons d'élevage comme le saumon, mais aussi la dorade ou bien le bar, en privilégiant bien entendu l'élevage raisonné ou bio. Si la cuisson peut neutraliser les parasites du poisson, elle ne permet pas en revanche d'éviter un autre type d'intoxication. Il y a 10 ans, Héloïse en a fait l'amère expérience. Lors d'un voyage au Mozambique, c'est un morceau de thon grillé qui l'a rendue malade, un repas qui a bien failli lui coûter la vie. Je me souviens, c'était le déjeuner, il faisait très beau, on était sous une sorte de petite paillote et il y avait un bar avec exposé des différentes options pour le déjeuner et il y avait du poisson, du thon et à ce moment-là, j'avais envie de ça. Et je me suis attablée avec mon ami, j'ai commencé à discuter et je dirais au bout de 10 minutes, un quart d'heure, j'avais encore le thon dans mon assiette, donc vraiment l'assiette n'était pas finie. J'ai commencé à me racler la gorge jusqu'à ce que je comprenne en fait que j'arrivais plus à respirer, que mes voies respiratoires se serraient. Et là, la panique m'a prise tout de suite parce que à l'époque j'étais pharmacienne, donc j'ai un peu des connaissances des phénomènes allergiques et j'ai tout de suite reconnu ce que je pensais à l'époque être un œdème de Quincke, donc la réaction allergique la plus violente. J'ai eu très très peur sur le coup. J'ai vraiment cru que j'allais mourir. Parce que je me suis dit, si c'est un œdème de Quincke, je sais qu'il faut prendre de l'adrénaline en intramusculaire. Je n'en avais pas, je n'avais pas prévu ça. Autour d'elle, pas un médecin pour la soigner. Heureusement, dans sa trousse à pharmacie, Héloïse avait glissé des antihistaminiques, un médicament anti-allergique. Je me suis ruée dans ma tente et j'ai, de manière peu rationnelle peut-être, pris tous les comprimés d'antihistaminiques dont je disposais et je me suis allongée dans ma tente. Un geste salvateur. Héloïse retrouve une respiration normale au bout de 20 minutes. Son corps se couvre ensuite d'urticaire, mais rien d'aussi effrayant que ce qu'elle vient de vivre. Cette réaction violente est liée à la présence d'une molécule bien spécifique dans le poisson et plus particulièrement dans le thon, l'histamine. À Beauvais, dans cette école d'ingénieurs, on étudie les effets de cette histamine sur la santé humaine. Cette molécule va, une fois ingérée, va être absorbée et interagir avec les cellules de notre corps qui ont des récepteurs à cette histamine. Sur les cellules de l'estomac, la muqueuse d'estomac, qui va entraîner une production d'acide. Vous allez avoir aussi des interactions avec les cellules immunitaires, donc qui vont entraîner des réactions inflammatoires et potentiellement aussi associées à des réactions type allergique. Voilà, les cellules cardiaques aussi qui sont sensibles à cette histamine. Pour les personnes souffrant de problèmes cardiovasculaires, les conséquences de ces intoxications peuvent être graves. Difficile pourtant de se prémunir contre cette molécule qui apparaît au contact de diverses bactéries. Celles-ci peuvent provenir du bateau de pêche, où le poisson sera resté trop longtemps, de la cuisine, où la chaîne du froid n'aura pas été bien respectée, ou même du couteau peut-être un peu sale, qui aura servi à découper le morceau de thon. Pour limiter ces risques, mieux vaut privilégier le poisson pêché localement et le mettre au frais rapidement après achat. La liste des dangers liés aux poissons pourrait s'arrêter là, mais il y a encore un polluant que tout le monde craint. Les océans en regorgent et les animaux marins en avalent en quantité. C'est le plastique. Une substance que surveille de très près Guillaume Duflot, chercheur à l'ANSES. Eh bien, vous voulez
un exemple ici de plastique directement à l'endroit où on a les moules. Et donc cette fibre plastique, voilà, avec les vagues, avec le temps, il va pouvoir se décomposer en morceaux de plus petite taille, tellement petits qu'ils forment des microplastiques, c'est-à-dire à une taille inférieure à 5 mm. Et ces toutes petites particules de plastique peuvent être directement ingérées par les moules qui sont juste à proximité. Ces microplastiques, les voici. Mais dans quelle mesure se retrouvent-ils dans la chair des poissons que nous mangeons ? Le danger concernant les microplastiques dans les poissons n'est pas avéré. La majorité des microplastiques qui sont consommés par un poisson sont directement éliminés par son transit. Il y a une très faible possibilité pour les plus petits microplastiques de migrer dans le muscle, mais c'est pour l'instant pas complètement confirmé. Excepté les produits de la mer que nous consommons entiers, comme les moules donc, ou les huîtres, la chair des poissons semble être épargnée par le problème des microplastiques. Mais que faire pour les autres polluants ? Leur impact sur la santé étant réel, peut-on continuer à manger du poisson ? L'ANSES recommande de consommer 2 portions de poisson par semaine, dont un gras riche en oméga 3, et une autre espèce de poisson qui peut être du colin, du cabillaud. On est arrivé en fait à ce chiffre de 2 fois par semaine après avoir réfléchi à un équilibre entre les bénéfices qui sont apportés par la consommation de poissons et les risques. 2 portions par semaine, voilà l'équilibre parfait selon l'ANSES. Et pour cela, il n'est pas forcément nécessaire d'acheter son poisson le jour même. L'alternative, par exemple, du poisson congelé est une très belle alternative nutritionnelle. Ça préserve un maximum, en tous les cas, les valeurs nutritionnelles du poisson. Les poissons en conserve sont très intéressants. On retrouve tout à fait les mêmes valeurs nutritionnelles que dans le poisson frais. Attention, un petit bémol, aux recettes de vos poissons en conserve. Il faut préférer un maximum les poissons dits au naturel ou à l'huile d'olive. Éviter les recettes un petit peu exotiques où là, on rajoute des matières grasses, de la matière grasse saturée notamment. Dommage. Et s'il existait enfin un moyen de manger du poisson sans modération et sans aucun risque ? À Lübeck, en Allemagne, des chercheurs ont peut-être trouvé la solution. Fondée en 2020, cette société s'est lancée dans un projet fou, recréer de la chair de poisson en laboratoire. On commence avec un échantillon de saumon. Et ce gros morceau, on essaye de le couper en bouts de plus en plus petits, comme ce que fait Vincent. Et ces petits morceaux, on les met dans une solution spéciale qui les réduit encore plus. Plus c'est petit, et plus on peut extraire les cellules dont on a besoin. À partir d'une seule cellule, l'objectif est d'atteindre ce stade de développement. Plusieurs amas réguliers, prêts à se démultiplier dans ce bouillon nutritif. On a des acides minéraux, des sucres, différentes protéines, des facteurs de croissance, des vitamines qui aident ces cellules de poisson à se multiplier. Ce procédé de fermentation est similaire à celui du levain. Vous commencez avec une petite quantité, vous la nourrissez et ça va se multiplier en milliards de cellules. Un procédé long de plusieurs mois pour créer ce poisson artificiel. Je ne suis pas en train de recréer un poisson, seulement les parties délicieuses du poisson. Je dirais que c'est une nouvelle version du poisson. En partant d'une seule cellule de saumon, de carpe ou encore de truite, cette entreprise parvient à créer de véritables plats. Après le laboratoire, où il y avait le bioréacteur, on va maintenant vous montrer nos boulettes de poisson. En attendant de pouvoir proposer de vrais filets de poisson, voilà la toute première création de cette société. Des boulettes de truite blanche panées. Celles-ci devraient se retrouver dans nos rayons de supermarché d'ici quelques années. Ça a quel goût ? Ça a bon goût. J'en ai déjà mangé plusieurs fois. C'est bon, c'est sympa à manger. Ça croustille. Vous avez pu l'entendre quand je l'ai coupé. Et ça a ce bon goût de poisson blanc. Et ça a une bonne texture. En bouche, c'est même crémeux.
Un goût comparable à celui d'un vrai poisson, selon l'un de ses créateurs en tout cas. Quant aux inconvénients, il n'y en aurait pas, tout simplement. Dans notre cas, c'est très contrôlé. On sait exactement ce qu'il y a dedans. Ce n'est exposé à aucun polluant. Vous ne trouverez pas de mercure dans ce poisson. Vous pouvez le manger cru et vous n'aurez pas à vous inquiéter des parasites non plus. C'est vraiment un moyen de manger sain et de faire quelque chose de positif. Vous aurez toujours de la pêche et de l'aquaculture. C'est juste une troisième façon de créer des protéines. Les trois ensemble pourront offrir de la nourriture pour les milliards de personnes qui en ont besoin. Après ces boulettes, des bâtonnets de poisson ainsi que des sashimi pourraient être commercialisés. Leur prix ne devrait pas dépasser celui des autres produits de la mer. Mais rencontreront-ils le succès espéré ? Alors déontologiquement, c'est perturbant, il ne faut pas se voiler la face. On joue les Dr Jekyll et Mr Hyde. On va vous faire du poisson un peu à la méthode de célèbres films L'aile ou la cuisse. J'avoue qu'en tant que consommateur, ça me perturbe. Maintenant, dans les pays où on n'arrive pas à nourrir tous les estomacs de la pêche ou d'un autre produit, ça peut être une des solutions. Donc, toute proportion gardée, je dirais pourquoi pas. Pêcher, élever et pourquoi pas fabriquer en laboratoire, le poisson peut être un véritable allié pour la santé, à condition de varier les espèces et les provenances, de respecter les 2 portions par semaine et de prendre quelques précautions. Et promis, votre repas ne finira pas en queue de poisson. Merci beaucoup de nous retrouver pour ce débat donc consacré aux poissons. Et pour répondre à toutes vos questions, je suis en compagnie du professeur Xavier Coumoul. Bonsoir. Bonsoir. Professeur de toxicologie à l'Université Paris-Cité. Le docteur Arnaud Cocolle. Bonsoir. Médecin nutritionniste. Bruno Gauvin, vous êtes poissonnier écaillé. Bonsoir. Meilleur ouvrier de France 2007, vous le portez fièrement. Vous avez tenu une poissonnerie à Paris pendant une douzaine d'années avant de vendre votre affaire. Vous avez ensuite enseigné et été ambassadeur d'un très grand nom de l'ostréiculture française. Et aujourd'hui, vous êtes directeur qualité chez un des plus importants grossistes à Rungis. Vous avez une expérience très complète et diverse de la poissonnerie. Justine Delettre, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chargée du programme Mr Goodfish, un programme porté par 3 grands aquariums océaniques européens tournés vers la protection des océans et des ressources marines. Et vous faites la promotion d'une pêche durable et responsable. Et vous avez également un label pour guider les consommateurs dans leurs achats. On va y revenir bien sûr. Et dans quelques instants, j'irai retrouver Grégory Cohen, qui est chef cuisinier, qui va nous proposer 2 recettes de poisson, une crue, une cuite. Et je peux vous dire, pour avoir vu la préparation, ça donne un petit peu envie. On commence avec cette question de Gigi. On a entendu parler de cette ration 2 fois par semaine de poisson. On nous demande, alors, on ne parle pas des toxiques, mais du nutritionnel, est-ce qu'on peut en manger tous les jours, vu ce que ça contient comme protéines, etc. Donc, oui, on enlève les toxiques pour l'instant. Oui, si on enlève les toxiques, on peut en manger tous les jours, bien évidemment. Donc il y aurait beaucoup d'intérêt, parce que c'est des acides gras. On dit qu'on ne peut pas manger de la viande tous les jours, par exemple. On dit qu'on ne peut pas manger de la viande parce que c'est des graisses saturées. Voilà. Et le poisson n'en contient pas. Ce sont des graisses polyinsaturées. Et dedans, il y a 2 acides gras, dans le poisson gras, j'entends. 2 acides gras essentiels qui ont valeur comme des vitamines. C'est-à-dire on ne peut pas les synthétiser, donc ils doivent être obligatoirement apportés par l'alimentation. Donc c'est le DHA et le PA. Donc ces acides gras, je ne veux pas dire leur nom parce que c'est un peu trop compliqué pour le téléspectateur. Et donc ces acides gras, si on ne les apporte pas par voie alimentaire, on est en manque et ça développe des carences qui sont préjudiciables, qui peuvent entraîner des problèmes neurologiques, qui diminuent aussi la protection cardiaque. Ça diminue également même la protection au niveau oculaire. On s'est rendu compte que la rétine en avait besoin aussi. Donc il y a beaucoup d'efficacité de ces acides gras. Donc on pourrait en manger tous les jours. On pourrait en manger tous les jours. Peut-être qu'avec ces poissons fabriqués à partir d'une cellule de poisson, donc il n'y aurait pas de toxiques dedans, on pourra peut-être en manger tous les jours. Oui, alors sachant que la cellule... non, parce qu'en fait, la cellule en question, elle ne va pas reconstituer l'ensemble des cellules qui constituent un muscle de poisson, qui reste de la chair, entre guillemets. C'est de la viande de poisson, quelque part, la chair de poisson. Donc, on va avoir évidemment des cellules musculaires, mais aussi des cellules grasses, notamment dans les poissons gras, des cellules qui constituent les vaisseaux sanguins, et donc il y a une complexité qui n'est probablement pas reconstituée in vitro. Très bien. Alors, on demande quelles sont les méthodes de pêche qui mettent en péril les réserves de poissons.
J'imagine que cette question, elle est plus pour moi. Écoutez, tout le monde peut y répondre, mais j'aimerais bien que vous y répondiez. Alors nous, avec le programme Mr Goodfish, on n'a pas vraiment de critères sur les techniques de pêche. Bien sûr, c'est un consortium, donc on en parle lors de nos recommandations. Il ne faut pas voir tout noir ou tout blanc. La vie est faite ce sont des nuances de gris. Et en fait, c'est pareil pour la pêche. Il y a des pratiques qui sont des arts plus dormants. Il y a des pratiques qui sont des arts du coup actifs, avec des engins actifs. Ça a beaucoup été décrié ces dernières années, mais il y a beaucoup d'améliorations des pratiques pour éviter l'impact sur le fond, par exemple, pour avoir plus de sélectivité des espèces qu'on va aller cibler. Donc je ne dirais pas qu'il y a forcément une meilleure technique de pêche qu'une autre, mais en tout cas, il y a des techniques de pêche qui gèrent des ressources halieutiques. Et l'important, c'est qu'elles soient halieutiques, pardon, oui. Alors c'est la science en fait qui va étudier les espèces, les poissons consommés. D'accord, merci. D'accord. Vous faites... Oui, allez-y. Peut-être que l'inquiétude, c'est les pays en dehors de l'Europe. Moi, je suis peut-être inquiet par rapport aux techniques de pêche des pays asiatiques, par exemple. Je pense au Vietnam, etc., ou la Chine, qui sont des gros pourvoyeurs avec des techniques qui sont peut-être moins préoccupantes. C'est avec les chaluts et des techniques quand même qui vont dans les grands fonds et qui ramassent tout. Donc, c'est problématique, en tout cas, je pense, pour l'écologie dans ces pays-là. Vous faites très attention, notamment quand vous aviez un commerce, à la façon dont les poissons étaient pêchés? Naturellement, oui. Le poissonnier fait attention et on est là justement pour promouvoir des bonnes pratiques. La filière est là pour promouvoir des bonnes pratiques. Et je rejoins tout à fait ce qu'a dit Madame sur les techniques de pêche. Les progrès qui ont été faits ces dernières années et qui sont encore en étude à ce jour, c'est ça qui est important. On nous demande quels sont les poissons de saison. C'est vrai qu'on pense aux légumes et aux fruits de saison. On oublie complètement, à part la coquille Saint-Jacques ou les huîtres, on voit à peu près ça sur les étals, mais on ne pense pas qu'il y a des poissons de saison. Alors, la coquille Saint-Jacques, c'est une pêche arrêtée, donc c'est facile. Hein. Quand la saison est terminée, on n'en trouve plus. Après, sur la saisonnalité, il faut faire attention sur les poissons. Un poisson, on a souvent confondu saisonnalité et prix du poisson. C'est-à-dire qu'il y a des périodes où les poissons viennent sur nos côtes se reproduire. Il y a beaucoup de pêche. Les cours, je dirais, dégringolent. Voilà, le prix est tout à fait abordable, voire beaucoup moins cher que d'habitude. Et ce n'est pas forcément le meilleur moment. Après, il faut se référer, justement, il y a des organismes qui nous donnent, qui nous renseignent. Alors, on n'a pas une interpro, mais la filière est quand même regroupée autour d'organismes comme France Filière Pêche, où on peut avoir tous ces renseignements-là. Voilà. Et alors actuellement, par exemple, en cette saison, c'est quoi les poissons ? Alors, cette saison, on peut manger de la sole, de l'aliment de sol, de la plie, de la vive. Enfin, c'est des espèces, en plus, on l'a vu dans le reportage, dont on n'a pas l'habitude d'entendre parler. Vive, ça, c'est sûr que... On sait qu'on peut marcher dessus et se faire mal à la plage, mais on sait peu que ça se mange. Ça se mange et c'est même une chair très fine et ça très ressemblerait à de la sole un petit peu. Ah voilà. Ouais. D'accord. Mais et il n'y a pas de toxiques dedans, alors que quand on marche, on se fait extrêmement mal à cause du poison en fait, que ça contient. Il n'y a pas de risque avec la chair. Sauf le poissonnier, quand il la prépare, il peut piquer, ça peut faire mal. Je demande toujours au poissonnier du coup, de la préparer pour moi, ou moi je suis sûre qu'il n'y a pas de risque. Au mois de janvier, février, les poissons plats se reproduisent. C'est des périodes où ils sont peu chers, mais par contre, ils sont maigres. Il n'y a aucun intérêt à ces périodes-là d'acheter du carlet, parce qu'il est maigre et il faut lui laisser le temps de se reproduire. Et alors, est-ce que c'est pour ça qu'il y a une époque où on disait que les huîtres, c'était que les mois en air et que c'est maintenant quelque chose de passé? C'est un problème de chair trop grasse? Non. Alors, oui et non. Les huîtres se reproduisent juillet, août. Voilà. Alors, c'est plus compliqué. Alors, en fait, c'était quand même une vraie... c'était les mois en air. Pourquoi ? Parce que... il y avait des moyens de transport aussi qui étaient pas aussi performants que maintenant. Et il y a eu des époques, ça remonte au XVIIIe siècle, où les gisements naturels ont été épuisés. Donc il y a eu des édits où on n'avait plus le droit de pêcher les huîtres pendant les mois en air. Donc c'était pour ça, voilà. D'accord.
On nous demande s'il y a des polluants, c'est pour vous deux la question, est-ce qu'ils peuvent être détruits par la cuisson, certains polluants ou pas? Alors, pour ce qui est des métaux, non. A priori, pour ce qui est des polluants organiques persistants, ils ont malheureusement, comme les dioxines, une capacité de résistance à la température qui est extrêmement élevée. Il faudrait monter à des températures de plusieurs centaines de degrés et on n'atteint jamais ces températures-là, sauf si on veut avoir du charbon dans la poêle après ou dans le four, quoi. Donc la réponse, c'est plutôt non, sur en tout cas les persistants. Sur les non persistants, qui nous concernent un peu moins, parce qu'on parle beaucoup des PCB, du mercure, des dioxines dans le reportage, probablement pas. Et si on parle par exemple du mercure, est-ce que manger du thon cru ou du thon cuit, ça change quelque chose pour le mercure? Ou finalement, de toute façon, on l'ingère Je ne pense pas du tout. Ça ne change rien. Ça, c'est le toxicologue qui va répondre, mais je ne pense pas. Ce qui peut changer, c'est que si on cuit un poisson gras et qu'on se débarrasse du gras, etc., les polluants peuvent partir avec le gras aussi. Mais on perd peut-être l'intérêt gustatif et l'intérêt aussi sur le DHA et le EPA, les oméga-3 dont on a fait mention. Martine demande si c'est risqué de consommer des poissons ou crustacés en Martinique suite à la contamination à chlordécone du sol et de l'eau. Alors ça, je pense qu'au bord, en tout cas, de la côte, ça pose certainement des problèmes. Je ne sais pas, avec le ruissellement des rivières, etc., de l'eau qui part au bord de la côte martiniquaise ou guadeloupéenne. Donc oui, je pense qu'il y a des problèmes et je pense qu'il y a des limitations d'ailleurs de pêche qui ont été données. Alors, sur la chlordécone, ce qu'il faut savoir, c'est que si on respecte les circuits d'alimentation classiques, normalement, ceux-ci sont bien contrôlés et par rapport à la pêche, il y a vraiment un contrôle par rapport à la contamination avec cet insecticide qui n'est plus utilisé depuis 1993, voilà, exactement, mais qui est extrêmement persistant dans les sols et potentiellement aussi dans l'être humain, même si depuis quelque temps, on se rend compte qu'on peut arriver à s'en débarrasser aussi, et c'est plutôt une bonne nouvelle par rapport à ça, on va dire assez rapidement, je mets entre guillemets. Donc, je pense que si on respecte les circuits de pêche autorisés, c'est relativement, c'est pas relativement, c'est assez sécurisé. On nous demande ce que l'on pense du surimi. Est-ce qu'il vaut mieux le remplacer par un vrai poisson, demande Abel, avant que vous ne criez. Il faut savoir que la France est le deuxième plus grand consommateur de surimi au monde, juste après le Japon. Mais pour autant, sait-on vraiment ce que renferme ce petit bâtonnet orange et blanc? Pas que du poisson, en tout cas. Vous allez le découvrir dans ce reportage signé Bruno Timsit et Maxime Soulard. Dans cette usine, le produit que l'on fabrique a mauvaise réputation. Avec ses tranches bicolores, voici le surimi, aliment emblématique de la nourriture industrielle. 4 millions de bâtonnets sortent tous les jours de ce site de production. Après avoir pré-refroidi nos bandes, on procède simplement par pincement de la bande au déclenchement de l'enroulement. Et comme vous le voyez, on fabrique ici le cordon de surimi qui ensuite sera mis dans la papillote étant soudée simplement. Et ensuite, on découpera le cordon pour fabriquer les bâtonnets de surimi. Il y a quelques années, ce fabricant utilisait encore 3 additifs dans son surimi, dont certains controversés. Le premier d'entre eux, c'est le glutamate, un exhausteur de goût. Un additif jusqu'ici indispensable dans la recette pour renforcer la saveur du produit. Mais alerté par les dernières études scientifiques, l'industriel a appliqué un principe de précaution. On a fait la démarche volontaire de le supprimer parce que, certes, il y a une réglementation. Ensuite, il y a des avis scientifiques où le glutamate, sur certains cas, pourrait éventuellement poser des questions d'hyperactivité chez certaines personnes. Et on peut avoir des réactions de type maux de tête. À la place du glutamate, cet arôme naturel de crabe, qui coûte un peu plus cher à l'industriel, mais moins bien sûr que s'il mettait de vrais morceaux de crabe. Pour cet industriel, des années de recherche ont été nécessaires pour se passer des additifs, car ils étaient aussi nichés dans la matière première. Pour conserver le poisson lors de sa surgélation, des polyphosphates et du sorbitol étaient utilisés. Donc les polyphosphates comme le sorbitol, c'était en fait une manière la plus facile finalement de conserver le poisson une fois qu'il a été pêché. Ces additifs, on les a remplacés simplement par un conservateur naturel qu'on retrouve dans nos cuisines qui est le sucre. Du sucre pour conserver le poisson, mais aussi de l'amidon et de la fécule de pomme de terre pour fabriquer la pâte.
Même débarrassé de ses additifs, le surimi industriel reste un aliment ultra transformé. Alors même si effectivement, on le voit, hein, l'industriel fait un effort pour rendre le produit plus sain quant aux additifs. Donc Abel demandait, qu'est-ce qu'on en pense du surimi? Est-ce qu'il vaut mieux le remplacer par un vrai poisson? Oui. Déjà, c'est un aliment ultra transformé déjà. Oui. Et la consommation d'aliments ultra transformés est associée à un certain nombre de pathologies métaboliques, cardiovasculaires. Donc la réponse est oui. Au-delà de l'aspect toxicologique potentiel des additifs, c'est de l'ultra transformé. Oui, l'industriel est courageux quand même, parce qu'il montre quand même qu'il rajoute du sucre. Hein. C'est quand même c'était étonnant, l'un des problèmes majeurs quand même de la consommation actuelle en France, c'est que nous mangeons trop de sucre. Donc c'est des produits qui sont étonnamment sucrés. On ne s'attend pas. Quelqu'un qui va manger du surimi ne s'attend pas à tomber sur du sucre et de la fécule de pommes de terre dedans. Donc la composition est quand même à améliorer. Hein. Oui. C'est vendu aussi avec de la mayonnaise en général. Donc, en termes nutritionnels, je veux dire, oui, ça on est d'accord. Pour moi, en fait, le côté épicurien, c'est-à-dire que déjà de voir le poisson entier, quand vous voyez sur l'étal d'un poissonnier, un poissonnier qui fait un bel étal, qui voit un maquereau, on parlait de taco, un beau poisson, de la vive, un bar, ça donne envie, en fait, déjà de manger. Et voilà, et ça, on le retire complètement. On va retirer le travail du chef aussi. Il ne va pas être content. Il ne va pas être content si on sert un morceau de surimi. Il y a des poissonniers qui fabriquent eux-mêmes leur surimi ou pas? Non, c'est industriel, ça. Et est-ce que dans les deux portions, on peut quand même considérer que c'est une portion de poisson comme un autre? Ah non. Ne crachez pas, je vous demande gentiment. Hein. Non. Non, mais bon, si vous prenez ça à la place de chips en apéritif, je ne sais pas, on reste dans l'ultra transformé, mais à mon avis, c'est kiff-kiff un petit peu au niveau Il y a beaucoup de gens qui ne digèrent pas le surimi. Oui. Oui, mais c'est peut-être à cause... alors avant, il y avait le glutamate, et peut-être à cause des exhausteurs qu'ils peuvent mettre, ou les additifs, etc. Donc la fécule de pomme de terre n'est pas toujours très bien assimilée. Donc en tout cas, non, je préfère que ce soit du vrai poisson qu'on mange. Bien sûr, monsieur, bien sûr. Mireille demande quels sont les poissons à éviter afin de ne pas épuiser les ressources. Est-ce qu'on peut en citer quelques-uns? Qu'est-ce qu'on évite de manger? Alors, du coup, nous, on a un angle complètement positif, donc on va plutôt orienter les consommateurs vers des espèces... Qu'est-ce qu'il faut manger? Alors, qu'est-ce qu'il faut manger? J'en ai cité quelques-uns tout à l'heure. Dans le reportage, on voyait le merlu. C'est un excellent poisson qu'on peut consommer sans problème. En tout cas, il est en abondance dans nos eaux. Les sardines, les maquereaux, c'est bien ça? Sardines, oui, bien sûr. Maquereau, il a peut-être été un peu victime de son succès ces dernières années. On le laisse un peu au repos. On viendra le revoir d'ici quelques saisons. Et le thon, on peut encore ou c'est... Alors, le thon, on peut encore. Il y a le thon rouge et le thon blanc. Alors, il y a le thon rouge qui est bien remonté, dont les voyants sont au vert. Donc nous, on a réintroduit sur nos listes. On a aussi le thon germont, donc pêché au large de la côte atlantique, au large de la Bretagne. Donc la période de pêche, elle est autour de... Ça commence en juin, ça finit à peu près début octobre. En dehors de la période de reproduction, en fin de campagne de pêche, on peut le consommer sans problème. Gladys demande quel poisson apporte le plus de vitamine D ou de sélénium et le bénéfice de ces vitamines vaut-il le coup face au risque pour la santé des métaux lourds? C'est toujours un équilibre. Hein. C'est toujours un équilibre, mais enfin, c'est des poissons gras, je pense qu'ils sont riches en sélénium, en iode, etc. Donc c'est plutôt ces poissons-là. Donc les recommandations de l'ANSES, c'est manger une fois par semaine un poisson gras, et l'autre fois, c'est un poisson plus maigre, un poisson blanc. Un poisson blanc, oui. Donc d'alterner. Donc les recommandations d'ailleurs sont extrêmement importantes, on y reviendra peut-être, mais chez les femmes enceintes, il faut faire très attention. Et maintenant, il y a un concept qui est devenu maintenant une certitude, c'est les 1000 premiers jours de vie d'un enfant, c'est-à-dire qu'un enfant peut, in utero, ça commence in utero, et les 2 premières années de vie peut être touché par les métaux lourds. Donc il faut vraiment des précautions au niveau des poissons, et surtout les poissons pélagiques, donc des mers profondes, comme tout ce qui est requin, siki et les spadons, etc. On ne donne pas de requin au tout petit bébé? Pas de requin pour le petit bébé. Oui. Ce qu'il va manger. Oui. Oui, en fait, c'est les gros poissons qui posent problème. Enfin, les gros poissons, ceux qui vont manger, ceux qui sont en fin de chaîne alimentaire, tout simplement parce qu'ils vont accumuler tout ce que... Donc, thon, espadon, requin, c'est ces poissons-là. Exactement. Donc, en fait, le thon peut poser un problème par rapport à ça parce qu'il va bioaccumuler. C'est ce qu'on appelle ça de la bioaccumulation. Et on peut avoir des problèmes aussi bien sur la composante toxique minérale, donc arsenic ou mercure, qui posent des problèmes neurodéveloppementaux, et puis sur les polluants organiques persistants comme les PCB ou les dioxines. Oui. Pour rebondir sur votre question, en fait, il faut éviter de mettre la pression sur un stock
particulier. Je dirais, arrêtons de manger que du saumon ou du dos de cabillaud. C'est vrai que les gens sont habitués à manger toujours le même poisson. Donc il y a plein d'espèces que l'on peut manger. On parlait tout à l'heure de tacos, on parlait de vives, on parle de mulets. On a mangé ce soir du lieu noir. Voilà. Il y a plein d'espèces comme ça et ça permet de répartir la pression sur les stocks. Et ça, c'est une bonne démarche. Voilà. Mais tant que le stock est viable, on peut manger ce poisson. Et selon les zones, vous pouvez avoir un stock viable dans une région et dans une autre zone. On nous demande si les réserves sont plus menacées en Méditerranée ou en Atlantique. Ça dépend des poissons. Oui, la mer Méditerranée est pour moi plus en danger que l'Atlantique. Voilà. Puis je pense que c'est la pollution. Moi, ce qui m'inquiète, c'est les microplastiques, donc les plastiques qui envahissent. Mais qu'on trouve aussi bien pour le coup en Méditerranée qu'en Atlantique. Oui, mais la Méditerranée étant un circuit un espace un peu fermé, et ça concentre beaucoup plus. Donc ça, c'est une vraie inquiétude avec les microplastiques secondaires, là, ceux qui, avec l'érosion, etc. Et c'est des espèces de spicules qui rentrent dans la chair du poisson et qui peuvent se retrouver dans notre organisme. On le sait maintenant. Qu'on retrouve effectivement. Qu'on retrouve dans les organismes humains. Oui, allez-y. Qui ? Comme vous voulez. Alors sur la Méditerranée et l'Atlantique, en fait, on n'est pas sur les mêmes types de gestion de pêche. Sur la côte atlantique, en Atlantique Nord-Est, ce qu'on a l'habitude d'entendre parler, on va plutôt être sur des quantités, des tonnages. Sur la Méditerranée, on va être plutôt sur des jours en mer. Ce qu'il y a, c'est qu'au niveau d'un point de vue purement de suivi scientifique d'état des ressources, on n'a pas encore assez de recul pour avoir un positionnement ferme. Ça, voilà, il faut des financements, de recherche scientifique et du temps pour pouvoir se positionner. Sur les... Oui, allez-y. Et sur les microplastiques, effectivement, il y a quelques années, on ne savait pas encore si on était contaminé par ceux-ci. On les retrouve maintenant dans notre sang, donc on est contaminé par des microplastiques. De quelle provenance ? Ça reste à démontrer. L'ANSES se montrait assez rassurant sur la contamination des chairs de poissons. Mais il ne faut pas oublier aussi une chose, c'est qu'au-delà des microplastiques, il y a aussi après des nanoplastiques qui sont encore plus petits. Et plus c'est petit, plus ça peut pénétrer. À l'heure actuelle, on caractérise très très mal ces particules qui sont encore plus fines et qui pourraient encore avoir des effets supérieurs encore en termes de toxicité aux microplastiques. Donc pour la Méditerranée, ils ont très bien géré le stock de thon, parce que le stock de thon s'était effondré. Bien sûr. Ils ont pris les quotas ont été mis en place et de nouveau le stock, on peut remanger du thon rouge. Donc il y a des bonnes nouvelles. Des bonnes nouvelles. Isabelle demande s'il y a une relation prouvée entre la maladie d'Alzheimer et le mercure qu'on trouve dans la chair des poissons de mer. Pas à ma connaissance. Par contre, ce qu'on peut dire sur le mercure, c'est que le problème probablement le plus important, c'est celui du neurodéveloppement qui vient d'être évoqué, et notamment de l'exposition des tout petits. Donc au travers de la consommation familiale, parce qu'il ne faut pas dire seulement c'est la consommation de la femme enceinte, c'est au final la consommation de la famille, et donc le comportement général de la famille qui peut induire donc cette exposition. Et ensuite, effectivement, jusqu'à 3 ans, ça peut poser un réel problème en cas d'exposition importante. Sur la maladie d'Alzheimer, je n'ai pas de données concrètes. Oui, ajouter quelque chose ? Oui, c'est des maladies neurodégénératives. C'est vrai que ça interpelle, interroge, mais c'est tellement multifactoriel qu'on ne peut pas pointer le poisson plus que la pollution ambiante aussi de nos villes. Donc il y a beaucoup d'éléments qui interagissent et qui malheureusement développent des affections neurodégénératives. Et sur les pathologies neurodégénératives, on sait qu'il y a des polluants qui sont associés à des pathologies comme la maladie de Parkinson, les pesticides, ça c'est très connu. Par contre, sur les pesticides, sur la maladie d'Alzheimer, la présomption de lien, elle demeure moyenne dans les études, quand on fait un peu la moyenne de toutes les études qui sont connues. Sur la maladie d'Alzheimer, il y a une vraie difficulté aussi, c'est l'interrogation des populations. Les gens ne peuvent pas nécessairement rapporter ce à quoi ils ont été exposés. On a quelqu'un qui nous dit qu'il adore le poisson. Très bonne nouvelle, mais qui ne sait pas comment le cuisiner. C'est pas grave, parce qu'on a ce qu'il vous faut. Je vais rejoindre le chef Grégory Cohen, chef et chroniqueur au magazine Grand Bien vous fasse sur France Inter, auteur de Partage 70 recettes simples et conviviales, co-signées avec l'excellente Ali Rébilly, publié aux éditions de La Martinière. Bonsoir Grégory. Bonsoir Marina. Je précise que vous allez ouvrir prochainement 2 restaurants, Temporalité et la Table de Grégory, respectivement à Paris et à Rungis, c'est en région parisienne, et que vous allez nous proposer 2 recettes, une crue, une cuite. Une crue, une cuite, alors je vais vous faire voyager. On va partir au Pérou et on va faire un ceviche. Alors un ceviche, globalement, c'est un tartare de poisson, mais avec un leche de tigre, c'est-à-dire un jus avec du citron, du fumet de poisson. Là, j'ai pas fait le fumet de poisson, mais à savoir, très important, quand on lève les filets, on va demander à notre poissonnier de garder les arêtes. Les arêtes et la tête. On met un bouquet aromatique,
un petit peu d'eau, on laisse réduire, on passe et on a notre fumée de poisson. Là, on part sur un lieu pour faire le ceviche. Très bien. Un petit poireau, oignon nouveau, de la grenade. Excellent pour la santé. Excellent pour la santé. Un petit peu de jus de citron et puis du citron vert, du piment d'Espelette et un peu de coriandre. Très bien. Ça va très vite, c'est très simple. On y va ? Moi, je trouve que cette émission, elle est géniale, Marina, si je peux me permettre. Mais alors là, pouvez-vous permettre ce genre de choses? Allez-y. Non, mais vraiment. Je voulais vous dire vraiment que cette émission est épouvantable, j'aurais été très embêtée. Mais non, parce qu'en réalité, on est beaucoup plus susceptible d'être touché par la déforestation parce que c'est visible et tout ce qui se passe sous l'eau. Oui, c'est vrai. Comme c'est pas visible, on a l'impression que il se passe rien alors qu'il se passe beaucoup de choses. J'ai découpé mon poisson. Alors, j'ai fait des lanières. J'ai cru que le ceviche, c'était que en petites tranches minces. Non, on le fait façon tartare. D'accord, je savais pas. Hop, donc j'ai découpé mon poisson que je mets ici. Donc vraiment au dernier moment. Dernier moment, je mets du jus de citron. Alors le jus de citron, je le mets aussi au dernier moment. Pourquoi ? Parce que le citron, que ça cuise. Ouais, l'acidité cuit, le sel cuit. Il n'y a pas que la chaleur qui cuit. Citron jaune, hein, on est d'accord ? Là, c'est du citron vert. Oui, citron vert, pardon. Oui, citron vert. Je pensais vert, je dis jaune. Vert, vous avez dit jaune. Donc voilà, j'ai la base de mon ceviche qui est là. Ouais. Je rajoute du lait de coco. 2 cuillères à soupe de lait de coco. Oui. Voilà. Ça c'est bon. Ça va être moelleux. Voilà, je laisse mariner peu de temps. C'est quoi peu de temps ? Le temps en fait de découper. 5 minutes quoi. Ouais. On laisse pas mariner une demi-heure quoi. Non, sinon ça va être archi cuit, il n'y aura pas de mâche, ça va être compliqué. Là en fait la petite astuce c'est que j'ai fait des lanières de manière à découper très finement. Ouais, mais ça vous êtes un peu chef. Hein. Non mais c'est très simple, je vais le montrer en fait la petite astuce. En fait je vais faire des lanières comme ça et ensuite comme ça. Oui, ok. Et ensuite quand je coupe, j'ai déjà mon poireau qui va être coupé proprement et plus petit. D'accord. Donc j'ai fait mon oignon, mon poireau que je vais mettre dans mon ceviche. J'en avais déjà découpé un petit peu préalablement. Bon, hein. Ouais, il y a un vrai bouquet aromatique qui est plutôt sympa. Je vais prendre un petit peu de la coriandre. De coriandre. Bien sûr. Alors la coriandre, on peut la prendre et utiliser aussi la base, c'est-à-dire les tiges. Oui. Les tiges sont super aromatiques. C'est ce que je fais, voilà, alors généralement, les 3/4 des gens vont équeuter la coriandre, mais il faut vraiment l'utiliser comme on veut. Moi, je le fais au ciseau, donc je garde tout. Mais bon. Voilà. Hop. Je mets ma coriandre. Une fois que j'ai mis ma coriandre, j'ai plus qu'à mélanger. La grenade ? Et la grenade, je vais la mettre sur la fin pour qu'elle garde son croquant. En fait, l'idée, c'est de avoir un espèce de jeu de matière pour avoir le croquant de la grenade. Donc là, vous ne rajoutez même pas de sel ? Non, pas de sel, pas nécessaire. D'accord. Et là, hop, je vais rajouter ma grenade. Ça me paraît un peu top comme recette. Hein. C'est hyper simple. Hein. Ah, c'est hyper simple, mais c'est très très bon ça. Hyper simple. Hein. Voilà. Et le piment d'Espelette. Là, je vais mettre mon emporte-pièce. Et le piment d'Espelette, je vais le mettre à la fin. Vous aimez bien ça, hein? J'aime bien le piment d'Espelette, ça donne un petit... La petite touche, là. Ouais, ça donne un petit goût sympathique. Ça donne, vous savez, on a en cuisine, on a tendance à avoir des mots un peu à la mode. Il y a le peps qui est à la mode. Oui. Il y a déstructuré, il y a plein de petits mots, le croquant, le craquant, le twist. Voilà, c'est ça, il faut que ça twiste. Et là, on va twister avec notre piment d'Espelette. Et donc, en plus, vous avez vu la grenade avec couleur rouge, c'est de l'antioxydant, c'est excellent. Excellent. J'espère que on va se remettre un petit peu. Arnaud ne va pas dire le contraire. Non, je dis pas de bêtises. On est bien. On est bien. D'accord, bon, ça c'est parfait. Ça, c'est une entrée super. Et on a notre ceviche qui est prêt. D'accord, donc ça c'est bien. Et on peut prendre des poissons pas trop chers pour pouvoir se faire une entrée plaisir. Là, on est sur le lieu, c'est pas trop cher. Voilà. C'est un poisson qui est abordable, qui est facile. Je crois que c'est d'ailleurs un des poissons préférés des Français. D'accord. Du coup, voilà. Ça c'est bon. Alors maintenant le cuit. Le cuit, on va prendre du cabillaud. Alors, on est sur de la petite pêche d'Atlantique, ça veut dire que c'est contrôlé. On va démarrer par un mélange de myrrhine et de saké. Ah, saké, je connais, myrrhine, je connais pas. C'est à peu près la même chose. Le myrrhine, c'est sucré par rapport au saké. Le saké, c'est âpre. Les deux, c'est de l'alcool de riz. D'accord. Donc, et ça se trouve où, ça ? Ça se trouve, alors, soit dans les épiceries spécialisées, soit de plus en plus maintenant dans les coins un peu exotiques des grandes surfaces. D'accord, ok. Très bien. Là, l'idée, c'est de la faire bouillir. Donc, ça va aller relativement vite sur une plaque à induction. Et puis, on va le faire flamber pour enlever toute l'alcool. D'accord. Une fois que ça va être fait, on va rajouter un autre ingrédient important, du sucre. un petit peu. L'idée étant de faire un caramel.
D'accord. Donc on en a besoin à ce niveau-là. Et puis de la pâte miso, c'est du soja fermenté. Ça qu'on trouve de plus en plus facilement. On en trouve aussi de plus en plus facilement. Ouais. Il y a 2 types de miso, le Ça blanc bout, et le rouge. Je vous préviens, ça bout. Et en fait, plus ça bout, Ah plus ouais. ça va flamber. D'accord. On fait attention quand même. Hein. Oui, on fait un peu attention chez soi. D'accord. Si ça flambe trop, en fait, le truc le plus simple, puisque en fait c'est la vapeur qui va être d'alcool qui dégage, je baisse, et si je baisse, ça va s'arrêter progressivement, voire complètement. C'est aussi simple que ça. Donc le sucre. Je rajoute mon sucre, et puis je rajoute ma pâte miso. Donc 2 cuillères à soupe de pâte miso. C'est ça qu'on utilise pour faire la soupe? Alors miso c'est exactement ça qu'on utilise pour faire la soupe miso, ce qui fait que ça vaut le coup de l'acheter. Oui. Ça coûte pas très cher, c'est quand même hyper bien, parce qu'après il suffit juste de rajouter un petit peu d'eau chaude et on a notre soupe miso qui est faite. D'accord. Voilà, là on va, je vais essayer de pas faire trop de bruit, mais on va délier. Ouais. Et une fois qu'on aura délié, on remonte. Pardon. Voilà, on a délié. Une fois qu'on a délié, ça sent bon ça. On remonte en température. Oui. Et puis ça va s'épaissir jusqu'à obtenir cette consistance. Alors, je vais vous la montrer sur mon doigt. D'accord. Et ça va être ça comme consistance. Et ça, on peut le conserver un petit peu ou pas? Ça se conserve. D'accord. C'est hyper bon. On va prendre son cabillaud. Oui. Et on va... Le laquer, en fait. Le laquer. D'accord. Ensuite, on va le conserver au frais pour le laisser mariner. Allez, environ 24 à 48 heures. 48 heures, c'est idéal. OK. Comme ça Une fois qu'on l'a fait... Ouais, on ne le couvre pas, on le laisse comme ça? Si, on le couvre. On le couvre. Idéalement, même si on a une machine sous vide, on en a de plus en plus chez soi, on peut le mettre sous vide, au frais. On le laisse mariner. Une fois qu'il est mariné, on va le prendre, on va le mettre au four. Alors moi, j'ai anticipé un petit peu. Oui, c'est gentil, parce que pas toute la soirée non plus. Voilà, c'est un peu plus long. Du coup, il va sortir comme ça. Ça, c'est bon, ça. Et une fois qu'on l'a comme ça... Attendez, on l'a cuit combien de temps? Comment? Ça, on l'a cuit à 240 degrés, enfin au maximum de notre four, sous grille. D'accord, OK. Et en réalité, on le retourne pas, on le laisse comme ça sous grille. Il va caraméliser. Dès qu'il commence à caraméliser un petit peu, c'est à peu près ça. Dès qu'il commence à caraméliser, il est cuit. Alors, il y a une technique, c'est de voir en le touchant un petit peu. S'il reste un petit peu flexible, c'est bien, c'est qu'il est cuit, nacré. S'il est mou, c'est qu'il n'est pas cuit. Et s'il est trop dur, c'est qu'on a un petit peu dépassé le temps. On remet un petit peu de notre miso, et puis on termine. Et ça? En recaramélisant, et ça, je vais vous expliquer. Ça, c'est le clou du spectacle. Ça, c'est du katsuobushi. Alors, le katsuobushi, c'est de la bonite qui a été séchée pendant des mois et des mois et des mois. Et les Japonais l'utilisent dans tout, et notamment pour cuire le riz, dans l'eau de cuisson du riz. Dans l'eau de cuisson du riz, dans les dashi, dans les bouillons japonais, on l'utilise. Ça a un goût absolument dingue. Et ensuite, c'est dur. En fait, on l'a tellement fait sécher que ça devient dur comme du bois. Et on le coupe comme du copeau de bois. Ça, c'est pas dans les supermarchés, ça? Ça, on le trouve plutôt sur les boutiques spécialisées ou sur Internet. D'accord. Katsuobushi. Katsuobushi, mais c'est facile à retenir. C'est vachement simple. Ça a l'air compliqué, mais c'est facile à retenir finalement. Le mot sonne. Oui. Et puis ensuite, on va mettre notre katsuobushi dessus. Ah, c'est sympa ça. Et ce qui est génial, c'est quand on met notre katsuobushi, regardez ce qui se passe. La bonite, c'est une sorte de thon. Il est en train il nous fait une petite danse psychédélique. Parce qu'en fait, avec la chaleur, c'est beau, ça. Il bouge, en fait. Et voilà. C'est une sorte de thon, la bonite? La bonite, c'est une sorte de thon, exactement. C'est une sorte de thon. Le cabillaud, on l'appelle aussi la morue, ça dépend. Bien sûr. Et puis, il y a aussi... Et ça, pareil, du coup, on ne le sale pas, on ne met pas de sel, on met ça suffit, tout ce qu'il y a. Absolument pas nécessaire. En fait, on met du sel parce que, généralement, quand elle cuit, quand le filet de cabillaud va cuire, il va un petit peu s'ouvrir et se détendre. Si on met du sel, il va se resserrer, les chairs vont se resserrer. Donc voilà, on a 2... Eh ben, c'est génial, c'est trop bon, ça a l'air trop bon tout ça. Merci beaucoup. Merci à vous. Évidemment, les recettes, on les retrouvera sur allodocteur.fr. Merci infiniment. On a une question, on nous demande s'il faut manger la peau du poisson ou s'il faut éviter cette peau de poisson. Alors déjà, nutritionniste, est-ce qu'elle a un intérêt nutritionnel, la peau du poisson? Moi, personnellement, je n'en prends pas. Vous ne la prenez pas? Non. D'accord. J'adore le poisson, mais sans la peau. D'accord. Oui. Quand elle croustille, c'est bon. C'est comme le poulet, hein, je mange sans la peau aussi. Non. Ouais, oui. Ah non, vous sortez, vous. Ah non. Mais je suis nutritionniste. Et dans le magret aussi, vous enlevez la peau? Ah ben bien sûr, mais j'en mange pas d'ailleurs. Mais quelle horreur. Mais je vous invite plus, vous. Oui, je vous en prie. Il faut penser à l'écailler, c'est tout. C'est mieux, la peau. Oui. Et puis après, ça peut se manger, tout à fait. Ouais. Voilà. Je crois même qu'on fait des chips. Des chips avec la peau. Avec la peau, voilà.
Mais c'est là en même temps que se concentrent, j'imagine, les toxiques ou Oui, pas? parce qu'en fait, la peau, elle peut, notamment sur la partie inférieure qui est près de la chair, effectivement, être un petit peu grasse. Et du coup, ça peut être un endroit où il y a pas mal de toxiques qui se stockent. Pas mal les recettes. Hein, vous voyez, j'ai raison de ne pas prendre la peau. Non, non, vous avez tort de toute façon. À petite dose, on peut quand même en prendre. Moi, j'en prends toujours un petit peu, parce que j'aime Voilà. le croustillant. À petite dose. Voilà. Et si on la mange pas, on en fait quoi? Elle sert à quoi la peau? Parce qu'on l'utilise maintenant. Je suis sûre que c'est pas gâché. Ne me regardez pas comme ça, parce que là, je suis incapable de vous Non, non, répondre. je sais Et pas. cuisson unilatérale. Je crois qu'on en fait. Non, non, je crois qu'on en fait des pansements de la peau du poisson. Comme Ouais. ça. Alors, d'accord. Autrefois, Oui, autrefois, la peau des requins servait au papier de verre pour les ébénistes. C'est-à-dire, selon le requin, les espèces, le grain était différent et ça servait de papier de verre. J'avais un client qui me récupérait des peaux de poisson pour fabriquer des arcs traditionnels japonais, pour entourer son arc. Bon, voilà. D'accord. Oui. Alors souvent on dit que tout est bon dans le cochon. Eh bien, on peut dire aussi que tout est bon dans le poisson. Ouais, il y a une industrie qui se tourne pour récupérer les yeux, gratter les arêtes, récupérer la peau aussi, et ça sert en cosmétique. Voilà. Et donc les arêtes aussi, on les utilise pour le fumet de poisson. Aussi. Rien ne se perd. Béatrice demande s'il n'y a pas eu des améliorations dans les élevages de saumon, et notamment en Norvège, puisque vous êtes dans le positif. Oui. Est-ce qu'il y a eu des améliorations? Bien sûr, il y a eu des gros progrès faits par les professionnels. Dans le reportage, on voyait notamment la pollution qui peut être induite sous les cages. Faut savoir qu'il y a des périodes de jachère en fait, qui sont mises en place entre 2 cycles de production. Et du coup, on ne peut pas remettre un cycle de production en route s'il n'y a pas un retour à l'état initial du milieu. Donc ça veut dire s'il n'y a pas le repeuplement qu'il y avait au départ. Donc c'est des avancées très très positives. En termes de nutrition aussi, il y a eu des grosses avancées de la part des professionnels. Oui. Nous, on a des cahiers des charges saumon, et on a des poissons, des saumons norvégiens élevés qui sont recommandés par le programme. Mais ce qu'on a vu là, quand même, la quantité de gras qui est blanc, c'est quand même un indicateur. Hein. C'est un indicateur. Après, gustativement, c'est quand même intéressant d'avoir c'est le gras qui donne du goût aussi. D'avoir un petit peu de gras. Ce que je voulais dire, c'est qu'en France, on a des élevages de saumon. Alors, je ne donnerai pas de nom, mais on a des élevages qui travaillent très très bien, qui produisent un saumon vraiment d'exception, vraiment bon. Et puis il y a la truite aussi. On a des pisciculteurs et des pisciculteurs qui travaillent très bien en France. Et je pense c'est aussi un produit dans lequel on peut y aller en toute confiance. Pas assez courante la truite aussi, justement, alors que c'est un poisson très intéressant. Vous voulez dire quelque chose? Et donc oui, c'est bien de s'orienter. Les labels, certifications justement, existent. On nous demande qui décerne les labels qui garantissent un poisson de qualité et sur quels critères? Qui décerne Alors ça? sur quels critères? Chacun a son cahier des charges. Oui. Et en tout cas, c'est contrôlé par un organisme de contrôle externe. Par exemple, nous, on fait appel à un organisme qui est Bureau Veritas, qui va aller contrôler sur les fermes les conditions de nos cahiers des charges. Et c'est la même chose pour d'autres labels ou d'autres certifications. D'accord. Mais on est sûr de tous les labels ou pas? Alors à partir du moment où il y a un contrôle, j'espère qu'on est sûr. En tout cas, on fait tout ce qu'il faut pour que les contrôles soient mis en place et que tous les suivis soient faits auprès des producteurs. Oui, oui. Label rouge, bio, MSC, ASC. Voilà, on peut faire confiance à ces labels. Oui. Voilà. Combien de temps, nous dit-on, un poisson peut-il être conservé au réfrigérateur? C'est assez rapide, c'est 24 heures, je pense. Je crois qu'on en avait discuté un peu avant l'émission. Entre 24 et 72, ça doit dépendre du type de poisson. Et aussi de la fraîcheur, probablement, du poisson. Et de la façon aussi dont on le conserve au réfrigérateur? Oui, alors, moi, j'aurais tendance à dire qu'un très beau poisson, vous pouvez le garder 3 jours. Plutôt entier? Alors, plutôt entier, oui. Après, en filet, ça se garde bien aussi. Mais il y a des poissons, par exemple, mangés trop frais, comme on en parlait justement, la sole, le turbo, les poissons plats comme ça, qu'il faut faire maturer un petit peu, parce qu'au début, ils vont être très durs. Ce n'est pas le meilleur moment, à mon avis, de les consommer. Un très beau poisson, sans aucun problème, vous pouvez le garder dans votre frigo pendant 3 jours. Et à quel endroit du frigo et dans quoi Alors, l'idéal, c'est entre 0 et 2. Voilà. Bon, après, dans les frigos domestiques, on n'est jamais à 2. Mais le plus froid possible. Voilà. D'accord. Et on le garde dans le papier dans lequel le poissonnier Moi, je retire les papiers, parce que souvent, c'est des papiers qui sont plastifiés. Je ne suis pas un adepte du plastique. Donc, moi, je mets ça soit entre 2 assiettes ou dans un plat en verre. D'accord. Voilà. Donc, pas le papier transparent non plus. Non, parce que c'est des papiers qui sont relativement étanches et qui contiennent probablement des perfluorés, des phtalates. Donc, il vaut mieux enlever, mettre dans un récipient en verre ou entre 2 assiettes. D'accord. Et on les suit ou pas avant de le mettre au frigo?
On peut l'essuyer. Ouais. On peut l'essuyer, ça évitera d'avoir trop d'exudats. Après, il y a des emballages maintenant, on appelle ça des emballages fraîcheur, qui sont thermo-fermés. Je ne sais pas trop, vous êtes peut-être plus spécialiste là-dessus pour moi, qui sont peut-être mieux adaptés et qui transmettent moins peut-être de polluants, je ne sais pas. Mais je pense que, en tout cas, le retirer du sac plastique. D'accord. Voilà. Pas de sac plastique. D'accord. Voilà. On nous demande s'il y a une manière de bien décongeler le poisson. Moi, je le mets... Directement du congélo au frigo? Ouais, je le passe au frigo la veille et je le laisse décongeler gentiment. À température ambiante? Non, pas à température ambiante. On parlait de coquilles Saint-Jacques tout à l'heure. Je fais pareil pour mes coquilles Saint-Jacques. D'accord. On n'est pas tout à fait d'accord là-dessus. Non. Moi, je fais décongeler dans de l'eau et du lait. Ouais. moi, non. Moi, je l'ai... On va peut-être faire confiance au MOF, allez. Non, après... Non, mais j'essaierai votre technique la prochaine fois. Bah, écoutez, j'essaierai la vôtre. Il n'y a pas de souci, on s'en parle. Judith demande quels sont les métaux les plus problématiques. Alors, dans le poisson, oui. C'est principalement le mercure, si on doit en retenir un. Et ensuite, on détecte aussi l'arsenic, potentiellement du plomb. Mais le plus problématique, c'est clairement le mercure, sous sa forme méthylmercure, qui est une forme qui est plus lipophile, plus affine pour les graisses. Lipophile aime les graisses. Et donc, du coup, ce qu'il faut aussi avoir en tête, c'est que le mercure, c'est un élément de la croûte terrestre et que la contamination au mercure n'est pas qu'une contamination du fait de l'homme, anthropique. C'est aussi une contamination qui est naturelle. Donc, c'est normal de pouvoir avoir du mercure dans des aliments. Comme l'arsenic et le cadmium. Comme l'arsenic ou le cadmium. De toute façon, tous les éléments minéraux sont des éléments qui sont originels de la Terre. Mais là, on en a trop. Là, il y en a trop, et ça dépend si c'est du saumon d'élevage, par exemple, si on parle du saumon, ou si c'est du saumon qui va être pêché, qui va être pêché en Atlantique. Entre sauvage et élevage, il peut y avoir des grosses différences, notamment sur la contamination en mercure et la contamination en PCB. On a plutôt tendance à dire qu'il y a plus de mercure dans le sauvage et plus de PCB et dioxine, par exemple, dans l'élevage. Ce qui fait que... Qu'est-ce qu'il vaut mieux choisir, le métal ou le là, je me tourne vers Justine. C'est-à-dire, là, je parle du saumon. Oui, bien sûr. Donc, je pense qu'en fait, ce que disait aussi Bruno, c'est-à-dire varier, ne pas manger que du saumon bio. Sur le saumon d'élevage, bien sûr, je dirais bien sûr oui sur le saumon d'élevage et pas le saumon sauvage. À l'état naturel, il y en a quasiment plus, quoi. Et même, on a déjà fait des tests. Tout à l'heure, on parlait du gras du saumon. On avait déjà fait des tests, à Boulogne-sur-Mer, des tests de goût gustatif auprès du grand public qui venait visiter l'aquarium. Et ils nous disaient ah non, moi, je ne consomme que du poisson sauvage. Donc, on avait pris du saumon sauvage et on leur a fait goûter le saumon sauvage et le saumon d'élevage. Et ils préféraient le saumon à l'aveugle, ils préféraient le saumon d'élevage. Parce qu'on a le goût qui est habitué aussi au gras. On nous demande ce qu'est exactement la poutargue. Alors, la poutargue ou boutargue, c'est un produit à base d'œufs de mulet séché, probablement inventé il y a près de 4000 ans par les Égyptiens. C'est un mets raffiné, très prisé depuis quelques années par les grands chefs cuisiniers. Chloé Buffard, Emmanuel Msika et Eliana Sibyl nous font découvrir les coulisses de sa fabrication. Regardez. C'est un produit étrange qui, découpé, dévoile un orange vif et granuleux. Très apprécié sur les rives de la Méditerranée, la boutargue met l'iode à la bouche. Depuis plus de 30 ans, Gérard Mémy en produit dans cet atelier près de Paris. La boutargue est fabriquée à partir de poches d'œufs de mulet, des poissons sauvages pêchés et achetés à des milliers de kilomètres d'ici. Tous les fabricants au monde de ce produit utilisent uniquement 3 espèces qu'on trouve principalement Mauritanie-Sénégal, Golfe du Mexique, Australie et Brésil. Une fois décongelées, les poches sont débarrassées de toutes leurs imperfections, comme les petites veines retirées une à une. Ce travail minutieux donne au produit sa couleur intense et permet aux consommateurs de n'avoir en bouche que le goût des œufs. Ce serait dommage qu'il commence sa dégustation en goûtant le bout arrondi qui a touché la vésicule biliaire et qui donne donc un goût amer. Les poches sont ensuite salées, puis mises à sécher pendant plusieurs jours selon un procédé gardé secret par Gérard Mémy. Enfin, la boutargue est plongée dans un bain de cire pour stopper sa maturation et mieux se conserver. C'est un produit qui est très ancien, pas de conservateur, pas d'additifs, pas de colorant. Le sel que nous utilisons est un sel de Camargue. Le sel, c'est justement le point faible de ce produit en matière de santé. En revanche, la boutargue est riche en protéines et en oméga 3,
Mais ce qui fait son succès, c'est son goût très prononcé. On a l'impression de recevoir, un surfeur allait dire, une vague dans la bouche. C'est très particulier. Il faut un petit temps d'adaptation. Peut-être commencer avec une toute petite tranche très fine, du pain, du beurre par exemple pour l'accompagner. Et après, on reconnaît la subtilité de ce goût marin très fort. Fabriquée artisanalement, la boutargue est un produit de luxe. Elle s'achète entre 140 et 170 € le kilo, un prix qui lui vaut le surnom de caviar de la Méditerranée. Vraiment, on a entendu parler là, du Mexique, de l'Australie, donc différents océans, différentes mers. Ça veut dire qu'il y a différents polluants aussi dedans? Ça veut dire qu'en fait, en fonction de l'environnement dans lequel on est, on ne va pas être exposé aux mêmes polluants. Et donc, typiquement, voilà, on a tendance à penser que la mer Baltique est quand même relativement polluée. L'Alaska aussi, typiquement, alors que... alors, sur les plastiques, par contre, voilà, je ne me prononce pas parce que c'est plus difficile, mais on a tendance à penser que les côtes américaines et du Chili... Alors, problème, évidemment, aussi, si on importe, c'est l'empreinte carbone. Ça, c'est sûr. Voilà, mais déjà, sur les polluants dans les océans locaux... Voilà. Et on sait que dans le Pacifique, il y a 2 vortex de plastique, 2 énormes vortex de plastique aussi. Donc, en tous les cas, sur dioxine, PCB, il y en a moins là-bas, apparemment, mais il y a peut-être une contamination plastique plus importante et il y a un coût carbone lorsqu'on l'achète. Donc, il faut... Quand on achète le poisson, je pense qu'il faut avoir tout ça en tête et les productions locales sont sûrement aussi plus à privilégier. Et comment ça s'utilise? Vous le mettez dans les pâtes? Oui, j'ai mangé dans un restaurant italien que je peux recommander, mais qui était... On ne va pas donner le nom tout de suite parce qu'on sera peut-être invité, mais ça va être gênant. Les pâtes à la poutargue, comme ça, c'était excellent. Mais c'est vrai que c'est un bol iodé qui est extrêmement fort en bouche. En dehors des pâtes, on peut l'utiliser comment? Alors moi, j'en vends. Oui. Vous donnez quoi comme conseil du coup d'utilisation? Dans les pâtes, en accompagnement, avec du pain et du beurre. Voilà. Mais vraiment, tranche très fine, hein, parce que c'est très fort vraiment comme très goût, fine, hein. parce que c'est vraiment, c'est vraiment une vague qu'on prend. D'accord. C'est quand même particulier. Juste des petites questions, parce on a un peu inquiété les gens avec les sushis et autres poissons crus. Donc, on a bien compris que les particuliers doivent congeler leurs poissons. On est bien d'accord. 7 jours. 7 jours, à moins 18. À moins 18. Pour éviter les parasites. Pour éviter les parasites. Mais déjà, oui, parce que de toute façon, s'il y a des bactéries, elles vont ressortir et il y aura toujours les bactéries dedans. Donc, le congélateur ne va pas tout tuer. Il faut faire attention quand même. Oui, il faut faire attention à ça aussi. Donc, quand on fait ses courses, alors, on met directement au congélateur. congélateur. Puis ne jamais utiliser le couteau poisson cru avec le poisson cuit. Et voilà, il faut faire vraiment très attention à la planche. Il faut une planche pour les poissons, une planche, oui, il faut une planche normalement pour les poissons crus et une planche pour les poissons D'accord. cuits. Peut-être c'est plus facile au restaurant alors. On nous demande pourquoi on retrouve du fluor dans les poissons de mer. Du fluor? Oui. C'est un constituant, naturel. Voilà, là aussi, c'est un constituant minéral qui a une certaine toxicité. On en parle beaucoup nous dans les dentifrices, évidemment. Voilà, je pense que c'est parce que ça fait partie des cycles de vie. L'écorce terrestre. On n'a pas besoin de fluor? On a besoin de fluor. Nous. Oui. Alors, je suis pas un spécialiste du fluor, mais en tout cas, on s'en sert comme. On donne pas ça aux petits enfants. On en donne. Voilà, exactement. Mais ça, c'est un effet entre guillemets bactéricide aussi. C'est pour ça qu'on le prend. Donc. Mais pas par le poisson, puisque les petits enfants ne doivent pas en manger. J'ai bien compris avant 2 ans. Et après, je suis pas spécialiste du fluor, donc je réserverai cet avis-là que j'ai viens de donner à quelqu'un qui serait plus spécialiste. Et est-ce que les fruits de mer sont aussi pollués que les poissons? Les fruits de mer, il y a des inquiétudes aussi avec les microalgues, par exemple, aussi, qui peuvent intoxiquer. Mais dans ce cas-là, la pêche est interdite. Non, c'est pas toujours. Alors, je sais qu'il y a Alexandrium, c'est une microalgue qui a la particularité d'avoir un effet neurotoxique extrêmement puissant, et qui malheureusement résiste à la température, à la cuisson. Donc, faut faire très attention en fait aux fruits de mer parce que c'est les premiers filtreurs en fait. Exactement. D'accord. Alors, c'est extrêmement contrôlé. Hein. Oui, c'est ça. Il y a des alertes pour la pêche, pour la vente. Ouais. Preuve, c'est tous les arrêtés préfectoraux qui bloquent des régions. Voilà. C'est ça, voilà. Donc c'est vraiment extrêmement contrôlé. Voilà. Si vous pouvez parler en 10 secondes, c'est formidable. Alors, juste d'un point de vue environnemental, c'est très bien de manger des animaux qui sont plus en bas de la chaîne alimentaire. Oui. On en parlait tout à l'heure pour diverses raisons, mais d'un point de vue environnemental, il n'y a rien de mieux. C'est parfait. Écoutez, merci beaucoup. Merci au chef Grégory Cohen de nous avoir régalé, enfin en tout cas en images et en odeur, en tout ça. C'est la fin de cette émission. Je vous donne bien sûr rendez-vous dès demain à 13h40 pour le magazine de la santé. D'ici là, passez une excellente fin de soirée. Bonsoir.